Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Un roman dont vous n'aviez pas imaginé le succès international est devenu un film, dont le tournage sur 3 continents a été tellement risqué que vous auriez pu vous arracher quelques cheveux. Ça n'a pas été le cas, et pas seulement parce que vous n'avez jamais cessé d'être de mèche avec vos équipes. Bonjour Laetitia Colombani. Bonjour Jacques. Alors on s'était vu il y a quelques années lorsque vous aviez publié votre 2e roman, dans les clés d'une vie. Mais là c'est un événement puisque demain sort sur les écrans La Tresse, qui est l'adaptation au cinéma d'un roman qui a été un best-seller, à votre grande surprise, je crois. Oui, à ma grande surprise. Donc, on va bien sûr évoquer ce film, mais j'ai quand même trouvé d'autres choses sur votre parcours depuis quelques années. Donc, on va les évoquer à travers des dates clés, puisque c'est le principe, encore et toujours, des clés d'une vie. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 3 juillet 1999. C'est votre première télé, un reportage de France 3 Grand Est sur le tournage de Mémoire de puce dans une maison de retraite. Vous vous en souvenez de ça? Oui, je me souviens. C'était mon 2e court-métrage. Et je tournais avec des enfants et des personnes âgées d'une maison de retraite. C'était vraiment mes débuts devant la caméra. Je venais juste de sortir de Louis Lumière. Oui, je me souviens très bien. Alors c'est un conte qui racontait le jumelage d'une maison de retraite et d'une école par une puce électronique. Oui, c'était pour une série de courts-métrages sur le thème de l'an 2000. Il fallait imaginer l'avenir. Et moi, j'avais idée d'un lien comme ça qui pourrait exister entre les gens, entre les enfants, les personnes âgées. C'est-à-dire qu'il y avait une série qui s'inscrivait, c'était une série de projets culturels pour le passage à l'an 2000. Comment c'était venu ça ? Oui, absolument. C'était un projet, il y avait eu un appel d'offres, si je peux dire, un concours en tout cas, et 15 lauréats avaient été sélectionnés, et chacun, on avait tous réalisé, donc on avait reçu les moyens de réaliser un court-métrage qui illustrait de façon... alors moi j'avais choisi la forme du conte, mais d'autres faisaient des films très réalistes. Il fallait illustrer notre vision de l'an 2000 et de l'avenir. Et comment était venue cette idée de conte ? J'avais, je sais plus d'où était venue l'idée en réalité. J'aimais beaucoup l'idée de faire tourner des enfants déjà, et puis l'idée du lien, de la solidarité, d'une forme de communion me plaisait beaucoup. Et qu'est devenu ce film? Parce qu'il ne figure pas dans votre filmographie. Il a vécu sa vie de court-métrage dans les festivals. Il a été diffusé aussi à la télévision. Et j'en ai gardé un exemplaire en DVD dans ma bibliothèque. Ça a été tourné, je crois, près de Strasbourg, à Fegersheim, qui est un village agricole, qui est devenu un centre attractif à la fin du 19e siècle, avec un premier magasin de jouets en 1933. D'accord, je connaissais pas tout ça, mais j'ai eu l'occasion de visiter toute la région pour le tournage. Et c'est vrai que c'est une région magnifique. Et puis j'ai même pris un petit peu la route des vins. C'était pas désagréable. Alors il se trouve que... pourquoi ce lieu? Pourquoi cette maison de retraite? Parce qu'il y en avait beaucoup en France. Oui, on avait une aide de la région de Strasbourg qui nous permettait, qui nous accueillait sur place. Et moi, c'est une région que je connaissais pas. Moi, je suis bordelaise, oui. Je viens du sud-ouest. Mais ils ont fait un très bel accueil au film. Il y avait des techniciens aussi, des équipes techniques disponibles. Donc, on a profité de tout ça. Et vous avez fait tourner des enfants et aussi les pensionnaires de la maison de retraite qui n'en revenaient pas. Oui, c'était joyeux de voir les enfants se déverser comme ça dans cette maison de retraite et puis créer des liens aussi avec les résidents. Ça, c'était un joli moment. Et puis à l'époque, les maisons de retraite, les EHPAD, on n'en parlait pas encore autant qu'aujourd'hui, Laetitia Colombani. Oui, c'est vrai. J'ai vu depuis qu'il y a eu des films, il y a eu des sujets qui ont été réalisés sur justement des classes qui vont rendre visite aux personnes âgées, des personnes âgées qui aident les enfants avec leurs devoirs. Il y a même des cantines communes maintenant, des écoles et des maisons de retraite qui se jumellent pour le moment de la cantine. Donc à l'époque, on ne parlait pas de tout ça, mais ce sont des belles initiatives. Ouais. Et à l'époque, vous aviez déjà tourné 2 ans plus tôt le dernier Bip avec 5 comédiens et vous étiez la fille d'un psychiatre qui reçoit des appels désespérés. Oui, ça c'était mon tout premier court-métrage et j'avais à l'époque ma tante qui exerçait comme psychanalyste et je lui avais demandé une nuit de m'accueillir alors que je venais sur Paris et j'avais dormi sur son divan de psychanalyste et le fait de dormir sur un divan m'avait donné l'idée de cette histoire. J'ai toujours été fascinée par la psychanalyse, par cette pratique et le lien entre un psychanalyste et son patient et donc de cette expérience nocturne, j'ai tiré ce premier court-métrage.
métrage. Finalement, Laetitia Colombani, les histoires, vous les inventez depuis votre enfance, ça vous a toujours passionné? Ah oui, j'ai toujours inventé des histoires aussi loin que je remonte dans ma mémoire, depuis que je sais écrire, en tout cas déjà à l'école. Je me souviens très bien qu'en classe de CM1, j'avais un professeur qui nous demandait d'écrire des textes, d'inventer des histoires, et c'était mon exercice préféré en fait à l'école. Toutes sortes d'histoires, n'importe quoi, tout y passait? Oui, et il avait trouvé cet exercice pour faire écrire ses élèves, et toutes les semaines, il proposait à tous ceux qui souhaitaient, c'était uniquement les volontaires, hein, d'écrire un texte, de le lire à la classe. Et je m'étais pris de passion, et moi je lisais mon texte toutes les semaines, et c'était mon moment préféré. Et c'est très drôle parce qu'à la fin de l'année scolaire, il avait rencontré mes parents, cet enseignant, Monsieur Marot, et il avait dit à mes parents, votre fille, elle a un lien particulier avec l'écriture. Un jour, je vous dis qu'elle sera écrivain. Voilà, il avait fait cette prédiction en classe de CM1. Alors, il se trouve aussi, Laetitia Colombani, que vous avez grandi à Bordeaux. Oui. Et Bordeaux, où ont été tournés des tas de films, dont Les Misérables de Robert Hossein, pour une raison précise, car Victor Hugo, dans Les Misérables, écrit « Prenez Versailles, ajoutez-y Anvers et vous aurez Bordeaux ». Ah, je connaissais pas la formule qui est très belle. Et ça a été tourné dans le jardin public, dans les rues bordelaises, pavées et sombres, parce que les façades n'étaient pas encore aussi ravalées qu'aujourd'hui. Oui, Bordeaux s'est transformé depuis le temps de mon enfance. En tout cas, c'est une ville absolument magnifique. Et puis il y a aussi une chanson des années 50 qui a vanté les mérites de Bordeaux d'une certaine façon. Le duc de Bordeaux ressemble à son père qui était un illustre boxeur. Il en a gardé certaines manières qui choquent beaucoup tous les autres seigneurs. Les quatre barbus, qui étaient les rivaux des frères Jacques à l'époque, ont fait cette chanson, je ne sais pas si vous la connaissez. Je ne la connaissais pas, non. Et il y a une version paillarde aussi qu'on ne diffusera pas à cette heure-là, qui a été parodiée. Ça a été un des grands succès des quatre barbus, encore une fois les rivaux des frères Jacques. Alors, vous au départ, c'est le théâtre qui vous intéressait à 12 ans, je crois, Laetitia Colombani. Moi, j'étais fascinée par le cinéma depuis toute petite. À chaque fois que j'entrais dans une salle de cinéma, j'avais les yeux qui s'écarquillaient, et je savais que j'allais vivre une expérience intense. Et je voulais être actrice. Et évidemment, quand on grandit en banlieue bordelaise, c'est un peu compliqué. Et donc, je suis rentrée dans une troupe de théâtre à l'âge de 12 ans. Ouais. Et puis ensuite, vous avez dit, il faut que je monte à Paris parce que je vais absolument pas réussir mes études à Bordeaux si je veux faire du cinéma. Et vous êtes passé par Nantes. Oui, en fait, je voulais préparer l'école Louis Lumière, puisque j'avais envie d'être actrice, je prenais des cours de théâtre, mais j'avais aussi envie d'écrire pour le cinéma, d'apprendre la réalisation. Donc, mes parents m'avaient dit, oui, mais fais des études. Et parce que nous, on n'était pas du tout dans ce milieu du cinéma. Ils n'étaient pas contre, en tout cas. Non, mes parents ont toujours soutenu ma vocation. Et je dois leur rendre hommage parce que, vous savez, choisir autre chose, c'est pas un métier qu'on entend parfois dans les films. Moi, ça n'a jamais été ça à la maison. Mais mes parents m'ont dit, fais ce que tu veux, mais fais-le à un bon niveau et travaille. Parce que par le travail, on arrive à tout. Tu veux faire du cinéma, nous, on peut pas t'aider. Mais fais une grande école de cinéma pour entrer dans ce milieu qu'on connaît pas, et peut-être comme ça, tu pourras y arriver. Il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de salles d'école de cinéma qu'aujourd'hui. Il y a celle de Lelouch, aujourd'hui, qui l'a construit en Bourgogne. Il y a Ciné Créatis, qui a été, en 2013, ouvert à Nantes, justement. Mais Nantes, c'était une étape encore obligatoire, et c'était peut-être pas la façon idéale pour arriver ensuite à l'Institut Louis Lumière. Il existe à Nantes, et elle existe toujours aujourd'hui, une formation formidable pour préparer les concours de Louis Lumière et la Fémis, qui sont les deux écoles nationales. Cette classe s'appelle Cinésup au lycée Guisteau de Nantes, et c'est une classe publique, hein, c'est une scolarité complètement gratuite. Et il n'y a que 20 élèves tous les ans qui sont admis dans cette classe, mais j'ai eu la chance de postuler, de pouvoir être admise. Donc, je suis partie pendant 2 ans en classe prépa Cinésup pour préparer Louis Lumière, que j'ai intégré ensuite à Paris. À Paris, à Noisy-le-Grand? Oui, à l'époque, c'était Noisy-le-Grand. Parce que ça a été déplacé. Bon, c'est une école qui a été fondée, je crois, en 1926. C'est la 2e école de cinéma dans l'histoire du cinéma. Je ne sais pas si vous le savez. La première était la VGIK à Moscou. Ah, d'accord. Non, ça, je ne savais pas. Et donc, il y a eu l'enseignement à Noisy-le-Grand, et puis elle est passée à Saint-Denis. Elle est revenue, je crois, à Noisy-le-Grand aujourd'hui, où elle est en train de revenir. En fait, oui, c'était l'école de Vaugirard qu'on m'appelait toujours l'école de Vaugirard. C'était au départ l'école des chefs opérateurs. C'est une école très technique. Et puis, elle a été déplacée hors de Paris. Ensuite, moi, j'allais en cours à Noisy-le-Grand. Oui. Oui, et chef op, c'est pas forcément facile pour une femme. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de filles dans l'école à l'époque.
Je crois qu'il y en a davantage aujourd'hui. Et moi, finalement, j'étais intéressée par le côté technique aussi, pas comme une fin en soi, parce que je voulais pas être chef opératrice, mais pour apprendre. Comme je le disais, ma famille ne venait pas du tout de ce milieu. J'avais jamais mis un pied sur un plateau de cinéma. Il faut bien commencer par quelque part. Et le fait de rentrer par le biais technique m'a permis de trouver des stages dans les équipes techniques, dans les équipes caméra. Donc les premiers tournages auxquels j'ai eu accès, c'était côté, voilà, à l'époque ça s'appelait le combo. Je m'occupais du moniteur de contrôle et je déroulais mes câbles. Voilà, donc j'ai appris, je suis rentrée, disons, dans le milieu du cinéma par le biais technique. C'est le meilleur des apprentissages? C'est formidable parce que quand vous êtes à côté de la caméra, vous êtes à côté du metteur en scène, vous êtes face aux comédiens. Donc pour apprendre la réalisation, moi j'ai trouvé que cette formation, elle était parfaite parce que j'ai pu observer des réalisateurs, des comédiens et puis des grands chefs opérateurs aussi. Et vous avez eu envie de devenir réalisatrice à ce moment-là? J'avais déjà cette envie, en fait, avant d'entrer à Louis Lumière. Je m'étais dit, la technique, c'est un outil qu'il faudra que je sache, que je maîtrise pour faire de la réalisation. Donc je l'ai pris vraiment comme un apprentissage. Et ça a marché. On va en parler tout à l'heure avec la Tresse. Mais entre-temps, il y a une autre date importante. C'est le 17 mars 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Laetitia Colombani. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laetitia Colombani. Nous parlerons tout à l'heure de La Tresse, ce film au tournage totalement fou qu'on va évoquer et qui sort demain sur les écrans. Et j'en reviens au 17 mars 2002. C'est la première promotion à la télévision de ce film. À la folie, pas du tout. Et alors j'ai trouvé, c'est une émission qui s'appelle Ubik. Et Isabelle Carré, qui n'était pas la tête d'affiche du film, manifeste son enthousiasme en disant vous allez voir ce que vous allez voir. Et le film sort 10 jours plus tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette télévision. Je me souviens pas de toutes les télévisions. J'avais vraiment mes comédiens, mes comédiennes qui avaient fait beaucoup de promotions à l'époque. Isabelle Carré, Audrey Tautou, Samuel Le Bihan, Clémence Sibony. Et justement, Audrey Tautou était une star à l'époque. Il y avait Amélie Poulain. Oui, Amélie Poulain était sortie. En fait, quand on a commencé le tournage d'À la folie pas du tout, Amélie Poulain venait de sortir au cinéma. Donc Audrey, elle était en pleine explosion. Comme ça, elle était vraiment devenue une star. Et pas seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Ça posait des problèmes pour le tournage ? Ah, pour le tournage, pas du tout, parce qu'Audrey est quelqu'un de très professionnel, qui s'est complètement immergé dans son personnage. Après, je pense que c'était sûrement compliqué dans sa vie de tous les jours, mais en tout cas, sur le tournage, ça s'est pas du tout ressenti. Et Samuel Le Bihan n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Samuel Le Bihan, il venait juste de faire, à l'époque c'était Le Pacte des loups, un film voilà, qui avait eu du succès. Donc il était aussi un ancien pensionnaire de la Comédie Française. Enfin, on était dans cette lancée-là. Il se trouve aussi que ce film a une particularité. Je crois, Laetitia Colombani, que vous avez obtenu le prix junior du meilleur scénario avant même qu'il soit tourné. Oui, j'avais obtenu le prix Sopadin du scénario junior. Oui, je venais de sortir de Louis Lumière, en fait, et c'était mon premier scénario de long métrage. Je l'avais écrit pendant que j'étais à Louis Lumière. Je me souviens l'avoir écrit sur un ordinateur que j'avais posé sur une petite table de camping. J'avais pas les moyens de m'acheter un bureau. Oui. Et puis j'avais envoyé le scénario à Charles Gassot, ce producteur que j'avais rencontré sur un stage que j'avais fait à La Technique, dans l'équipe caméra. Donc c'était vraiment mon tout premier scénario de jeune scénariste, de jeune réalisatrice. Et ce prix vous a aidé d'ailleurs à ce que le film soit ensuite produit et qu'il n'y ait pas de problème. Oui, ce prix m'a aidé, il m'a porté chance. Alors, À la folie, pas du tout, c'est pas seulement une expression populaire, c'est une histoire d'amour qui est un thriller au départ. Oui, c'est un thriller psychologique. J'ai fait, pour ma dernière année à Louis Lumière, j'ai fait une thèse sur la folie au cinéma. Et j'ai choisi en partie pratique de ma thèse d'écrire un scénario sur la folie. Et je l'ai conçu vraiment comme un thriller sur la folie. Parce que la folie des producteurs, elle est évidente. Moi, je me souviens d'un producteur que j'ai croisé dans mes jeunes années. Quand il partait en voyage et que ça dépassait de sa valise, il coupait tout avec des ciseaux. Parce que c'était une autre époque. Et on était ruinés du jour au lendemain. Un producteur que je connais, qui s'appelle André Jaoui, reçoit devant moi les chiffres de recettes du film de Jean-Yann. À 14h, il me regarde, il fait « je suis ruiné ». Ça s'arrêtait là, on passait à autre chose. C'est une autre époque. Oui, c'est une autre époque, mais ce qui est vrai, c'est que souvent la carrière des films se joue sur quelques séances, en fait, des premiers jours. Ça, c'est toujours une réalité. Alors, il se trouve que ce film, vous l'avez tourné à Bordeaux. Oui. C'est logique.
C'était plus simple. Charles Gassot m'avait laissé le choix. Il m'avait dit où est-ce que tu voudrais tourner. Et c'est vrai qu'à l'écriture, j'avais imaginé Bordeaux, bien sûr, puisque je voulais pas tourner à Paris. Il me semblait que cette histoire, un petit peu comme dans les films de Claude Chabrol que j'adorais, cette histoire nécessitait un décor de province. Vous savez, ces villes de province où vous avez l'impression qu'il ne se passe jamais rien, que tout est calme, tranquille, et en même temps les drames sont sous-jacents comme ça. J'avais envie de cette ambiance-là, et naturellement, à l'écriture du scénario, j'avais imaginé Bordeaux. Et donc Charles Gassot m'a permis d'aller tourner là-bas dans ma ville. Et ça a été quand même un travail difficile parce que vous n'aviez jamais mis les pieds comme réalisatrice sur un plateau de cinéma. J'avais mes expériences de court-métrage, et là c'est vrai que c'était le baptême du feu, et j'avais 25 ans, donc je pensais pas pouvoir si jeune réaliser mon premier long métrage. Et en même temps, Charles Gassot m'a vraiment accordé cette confiance en disant j'adore ton scénario, vas-y, fais-le. Et ça a marché. Vous appelez ça la chance de la débutante. Oui, absolument. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'après, il faut continuer. Ouais. Ça, c'est plus dur. Parce qu'un deuxième film, c'est le danger où ça marche pas. Donc, vous avez pris le temps de réfléchir. Oui, c'est ce premier film, j'étais très jeune quand je l'ai fait. Et ensuite, j'ai eu ce petit moment de me dire maintenant quoi ? Finalement, j'avais pas eu le temps d'anticiper. Puis, on se connaît pas bien quand on est un jeune cinéaste. C'est en essayant qu'on se découvre aussi des affinités avec certains sujets, certains genres, etc. Donc j'ai eu une période après À la folie où je me suis posé plein de questions. Et puis je crois que l'idée de votre second film est née au Japon. Oui, absolument. Je faisais un voyage promotionnel pour À la folie pas du tout au Japon. J'étais accompagnée de mon frère et j'ai rencontré un fan qui était là et qui attendait systématiquement les acteurs, les actrices des films à la sortie des séances. C'était une sorte de fan harceleur quasiment. Il avait plusieurs comédiennes comme ça en ligne de mire, et ces comédiennes s'étaient rendues compte qu'elles étaient harcelées par la même personne. Et ça n'avait pas donné lieu à des suites, mais moi, cette situation m'a donné l'idée de stars qui se ligueraient contre un fan qui les colle et puis qui leur pourrit la vie, si je peux dire. Et donc, voilà, je me suis dit, elles étaient ses idoles, elles vont devenir son pire cauchemar. J'avais envie d'une histoire un peu plus légère qu'À la folie pas du tout, sur le thème de l'arroseur arrosé. Et en même temps, des fans comme ça, il en existe beaucoup. Il y en a moins aujourd'hui, mais le nombre de personnes que j'ai vues à la sortie des théâtres réclamer un autographe pour la 150e fois sur un bout de papier, c'est assez étonnant. Oui, c'est vrai qu'on croise des personnes qui ne vont pas forcément voir les pièces ou les films, d'ailleurs, mais qui sont vraiment en attente des stars, et je crois qu'il y en a toujours. Je me souviens même d'un que je rencontre, il me dit ce soir je peux pas attendre parce que j'ai rendez-vous avec Alain Delon. Il était totalement mythomane. C'était assez étonnant. Il est assez proche du Robert de Mes stars et moi, alors oui. Et il y a eu un second déclic, c'est à Los Angeles quand vous avez vu un agent d'entretien un soir dans des bureaux vides. Oui, les lieux vides, en fait, les lieux sortis de leur contexte m'ont toujours fascinée. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de ce court-métrage, le dernier Bip, que j'avais imaginé suite à la nuit que j'ai passée en dormant sur le divan dans le cabinet de psychanalyse de ma tante. Quelque part, voir quelqu'un dans des locaux qui vivent le jour, le voir la nuit, comme ça, voir un agent d'entretien seul dans une grande agence la nuit, je me suis dit qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait se passer. Et l'idée de placer un fan en agent d'entretien dans une grande agence de comédiens est venue comme ça. Mais c'est fou, le déclic pour trouver une idée, c'est très particulier. Je crois que c'est un puzzle. Parfois, j'ai du mal exactement à dire comment viennent les idées, mais ça peut être une conversation, une situation, des choses que j'entends. Et puis, j'ai toujours un petit carnet, comme font tous les scénaristes ou tous les romanciers. J'ai toujours un petit carnet dans lequel je note ce qui m'interpelle. La plupart de ces anecdotes, je n'en ferai rien, mais il y a certaines qui me restent en tête. Et de celles-là, je tire des idées de pièces ou de livres ou de films. Alors, à cette époque-là, Laetitia Colombani, vous êtes encore une jeune metteur en scène, vous avez fait un film, et vous avez quand même recherché pour ce second film Catherine Deneuve et Emmanuel Béard. Oui, parce que la gageure en fait du script, c'était d'arriver à convaincre de vraies stars, bien sûr, de jouer, alors non pas leur propre rôle, mais des rôles d'actrices de renom. Donc il fallait s'adresser à des vraies stars dans la vie. Et Deneuve, ça n'a pas été facile à la convaincre. Non, elle a changé plusieurs fois d'avis. Justement, cette mise en miroir, elle n'était pas sûre d'en avoir envie. Et puis finalement, voilà. Mais on ne peut pas imaginer plus professionnel que Deneuve.
Elle est très impressionnante parce que ça reste un monument, bien sûr, de l'histoire du cinéma. Et puis, elle impose une présence, en fait, à l'écran, quelque chose qui est immédiatement là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de répéter 1000 fois. Elle est tout de suite le personnage, elle est tout de suite posée, elle est tout de suite dans son rôle. Donc ça, c'est assez impressionnant à voir. Mais quand on pense qu'elle ne voulait pas faire de cinéma au début et qu'elle a suivi l'une de ses sœurs pour une figuration, on imagine ce qui a dû se passer depuis, le travail que ça représente. Oui, mais je crois beaucoup à ça. La vie vous fait prendre des chemins de traverse qui deviennent vos chemins. Je crois assez à ça. Et il y avait Emmanuelle Béard aussi, que vous vouliez rendre pleine d'humour, alors qu'elle est dans la vie, elle est très drôle, ce qu'elle faisait pas à l'écran. Oui, Emmanuelle est quelqu'un de très drôle, qui a beaucoup d'humour. Donc ça, j'avais envie de ce second degré aussi, qu'on n'a pas forcément beaucoup vu. Et puis il y a Cadmerade. À l'époque, Cadmerade avait fait un film qui lui avait rapporté un César, Je vais bien, ne t'en fais pas. Et là aussi, vous avez dit, c'est le personnage que je veux. Oui, Cad, il a le don de se glisser dans la peau de ces personnages auxquels tout le monde peut s'identifier. L'homme de la vie de tous les jours. Et en même temps, je pense qu'il a le brin de folie aussi qui peut aller avec. Et puis lui, comme vous, avez envie de faire ce métier-là, il a raconté un jour qu'enfant, il allait sur un banc en face de chez lui et il répétait le soir où il aurait le César. Ah, c'est drôle, ça je connaissais pas cette anecdote, c'est joli. Et finalement, ce film s'est fait, et puis le cinéma a continué, mais il y avait aussi le théâtre qui vous manquait. Donc on va en parler avec une autre date, le 18 janvier 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Laetitia Colombani. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laetitia Colombani. Demain sort sur les écrans La Tresse, un film qui, à mon avis, va marquer beaucoup de gens par les voyages, par les personnages, qui est adapté d'un roman qui est un best-seller. Et puis, on a parlé de vos débuts au cinéma, mais il y a eu le théâtre aussi, mais pas comme actrice, mais comme auteur, puisque le 18 janvier 2023 est sorti Le Jour du Kiwi au théâtre Édouard VII, qui a été une comédie quand même avec Gérard et Arthur Jugnot, ce qui n'était pas facile à imaginer non plus. Oui, j'avais écrit Ce Jour du Kiwi en même temps que La Tresse, en fait, la même année. Une année où je m'étais dit, je vais peut-être faire autre chose que du cinéma, je vais me lancer un petit défi, essayer d'écrire une pièce, essayer d'écrire un roman. Et Le Jour du Kiwi a mis plus de temps à naître comme ça sur scène que La Tresse. Et j'avais en tête Gérard Jugnot, qui est évidemment un grand acteur de comédie, mais pas seulement, qui est aussi quelqu'un qui peut être extrêmement émouvant. Et je me souviens très bien de son rôle dans des films comme Tandem, par exemple, où c'est quelqu'un qui a une profondeur, qui a une douceur, qui a quelque chose qui me donnait envie d'écrire pour lui. Oui, il a fait aussi beaucoup de théâtre. Il a été d'ailleurs, entre autres, Pignon dans Le Dîner de cons. Il a été un des personnages, et surtout dans Cher Trésor en 2012. Et c'est un comédien, au départ, on n'imaginait pas qu'il y aurait autant de tendresse quand il a démarré avec Le Splendide. Oui, il est vraiment, et il est ça dans la vie, Gérard, c'est quelqu'un de généreux, de doux, qui s'intéresse aux autres, qui a un vrai intérêt pour les autres. Et moi, j'ai adoré le voir comme ça s'emparer du rôle de Barnabé dans cette pièce. Je trouve qu'il donne une humanité à ses personnages, à chaque fois. Vous parlez de générosité, il y a un canular, d'ailleurs, il le raconte sans problème dans ses jeunes années avec Le Splendide. Bon, il était assez près de ses sous à l'époque, et un jour, Thierry Lhermitte lui envoie une fausse lettre des impôts lui imposant un contrôle fiscal et débarque chez lui avec une fausse barbe et un costumé. Jugnot ne le reconnaît pas. Et il lui a fait un contrôle fiscal totalement bidon devant Jugnot effaré, blanc et blême. Il a recommencé le coup ensuite avec Michel Blanc, mais Michel Blanc prévenu a couvert la voiture de Thierry Lhermitte de boules puantes. Vous voyez les farces qu'il se faisait à l'époque. Je crois que c'est une troupe extraordinaire et je pense que c'est merveilleux de savoir que c'était des copains de lycée qui d'un seul coup se sont lancés comme ça tous ensemble et puis qui ont gardé ces liens tout au long de leur vie et de leur carrière. Je trouve ça génial. Alors Le Jour du Kiwi, c'est né. Convaincre Gérard Jugnot de jouer dans une pièce comme ça, c'était pas évident. C'était pas évident.
Non. C'était une idée que j'avais dans la tête et j'avais trouvé ce fait divers étonnant. La pièce est tirée d'un fait divers qui s'est déroulé au Japon. Oui, encore. 2008, j'avais découpé ce petit fait divers dans la presse et je m'étais dit quelle histoire étonnante. Il faudrait écrire autour de ça, il faudrait écrire pour le théâtre une comédie. Et c'est vrai que Gérard, il est ce personnage auquel tout le monde peut s'identifier. Il est Monsieur Tout-le-Monde avec le second degré, avec l'humour, mais aussi avec l'humanité. Et ce qui m'intéressait là dans la pièce, c'est de montrer comment un personnage assez misanthrope, assez procédurier, assez antipathique au début, va peu à peu s'humaniser par ce qui lui arrive. Alors, il se trouve que ce fait divers, c'était au Japon. Qu'est-ce que c'était exactement, l'article? C'est un fait divers complètement fou, mais parfois la réalité dépasse la fiction. Le fait divers qui a été relaté dans les journaux de l'époque raconte que un homme qui vivait seul au Japon s'était aperçu de la nourriture disparaissait de son frigo. Et il avait eu l'idée de placer une petite caméra de surveillance dans sa cuisine. Et un jour, pendant qu'il était au travail, il pouvait comme ça surveiller son frigo. Et il s'était rendu compte qu'il y avait quelqu'un chez lui, en son absence, quand il allait au bureau. Et il avait appelé la police. Et lors de la descente de police, la personne, qui était une dame d'un certain âge, avait expliqué qu'elle vivait chez lui dans un placard où il entreposait des couettes, des futons, depuis exactement 1 an. Elle vivait une existence parallèle, comme ça, elle connaissait ses horaires, c'était quelqu'un, lui, de très solitaire, de très routinier, et elle vivait cette existence parallèle à lui, et je me suis dit, mais c'est fou, c'est complètement fou, donc cette situation, elle m'intéresse, et il y a quelque chose à en faire. Et vous avez écrit cette pièce avec ce kiwi. Il faut savoir que les enfants, maintenant, qui ne veulent pas prendre de laitage et qui mangent pas de fruits, il y a un mélange de yaourt et de kiwi et de mangue qu'on met au mixeur et qui plaît beaucoup aux enfants. C'est la grande mode en ce moment. Je ne connaissais pas ce mélange, on va l'essayer tout de suite à la maison. Alors, vous avez convaincu Gérard Jugnot et ensuite vous avez pensé à Arthur, son fils, qui avait tourné avec lui dans Les Bronzés 3 pour lui donner la réplique. Oui, Arthur, c'est vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, dans le théâtre actuel, a une place. Il a construit sa place. Il est à la fois producteur, il est metteur en scène, il est acteur. C'est quelqu'un que je trouve très intéressant, qui est tout le temps en train d'initier des projets, tout le temps actif, tout le temps en recherche comme ça. J'avais eu l'occasion de le rencontrer et je m'étais dit, bon, ce serait formidable de le réunir pour qu'il joue père et fils sur scène avec Gérard. Et ça s'est bien passé. C'était pas évident non plus parce que tous les deux sont très occupés. Ils sont débordés l'un et l'autre. On a eu, entre guillemets, une petite chance pendant la période du Covid où les théâtres ont fermé. Il y avait une demande de certains théâtres de faire des captations. Et donc, au départ, en fait, on a pu monter cette pièce avec Arthur et Gérard pour une captation, puisque les théâtres n'étaient pas encore réouverts et on ne pouvait pas accueillir de spectateurs. Donc, on a bénéficié, entre guillemets, de cette période où ils avaient chacun du temps dans leur emploi du temps, puisque c'était encore le confinement. Et vous l'avez jouée, elle a été jouée pendant 3 mois. Et je me souviens, quand je suis allé la voir, Gérard m'a dit « Je pensais pas que ça aurait autant de succès, mais je suis pris par d'autres choses ». Il n'imaginait pas que ce serait un tel succès, car c'était plein tous les soirs. Oui, le théâtre Édouard VII était plein pendant 3 mois, et je pense que les gens ont beaucoup ri en voyant Gérard, mais ont été très émus aussi. Les gens m'ont dit qu'il y avait ce mélange de rire et d'émotion, et je pense que ce que raconte aussi la pièce, au-delà du côté comédie, c'est aussi... la pièce parle aussi de notre société, de deux solitudes quelque part qui vont se rencontrer, cette personne dans ce placard et puis cet homme très misanthrope qui guette et qui compte ses yaourts et jusqu'aux feuilles de papier toilette qui disparaissent chez lui. Et l'aventure va continuer. Je crois qu'il y a une tournée qui débute en 2024 à Enghien et dans d'autres villes de France. Oui, absolument. À partir de janvier jusqu'à fin avril, il y aura 75 villes de France pour la tournée. Vous allez suivre la tournée ? Avec grand plaisir. J'ai promis à Gérard que je viendrai leur rendre des petites visites. Alors ça, c'est l'auteur, la réalisatrice, mais vous avez aussi trouvé le temps, Laetitia Colombani, d'être actrice. Et vos débuts ont été anonymes, je crois, dans La Cousine bête, d'après Balzac. Ah, vous êtes incroyablement renseigné. Oui, absolument. Je jouais la servante de Jessica Lange dans un film américain adapté de Balzac. Oui, et il y avait quelqu'un d'autre dans ce film. Le
Dr House, c'est-à-dire Hugh Laurie, était également dans ce film. Oui, c'était bien avant Dr House, Oui. donc Hugh Laurie n'était pas connu. Et il est absolument gentil, charmant, souriant. C'était quelqu'un de un merveilleux acteur, très accessible et très sympathique. Alors, le nom de House vient du jargon médical anglophone, parce que dans le dossier d'un patient qui a des antécédents de consommation de drogue, il est écrit H-O-U-S-E pour History of Use. Ah, ça, je savais pas Voilà. ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, on n'imaginait pas qu'il aurait un tel succès mondial avec cette série. Oui, parce que là encore, c'est un comédien qui montre des facettes, qui montre aussi un côté plus dark qu'on a moins l'habitude de voir. Et je crois que ça a plu au public. Ouais. Alors, dans votre carrière, entre 2 films et 2 livres et 2 pièces, vous avez joué des tas de petits rôles dans des films, dans des courts-métrages. Vous trouvez le temps de faire tout ça, Laetitia Colombani? Ah, mais j'adore être actrice, ça reste mon rêve d'enfant. Et ce que je trouve formidable quand on est acteur, c'est que d'un seul coup, on se laisse diriger, on se laisse guider. C'est vrai que quand on est metteur en scène, c'est merveilleux comme métier, mais on a le contrôle, on est en charge de tout le plateau, de toute la réussite, entre guillemets, artistique d'un projet. Et quand on est acteur, on peut être complètement dans le lâcher-prise. Et moi, je m'amuse comme une enfant. J'adore me glisser dans un costume, me déguiser au sens premier du terme, vraiment. Et donc, je prends beaucoup de plaisir. C'est comme une récréation pour moi. Il y a eu, je crois, entre autres, La Faucheuse de Vincenzo Marano et Patrick Timsit. Oui, ça, c'était un court-métrage dans lequel je jouais avec Mélanie Laurent, je me souviens, qui était vraiment toute jeune. Et ça fait partie des courts-métrages dans lesquels j'ai tourné, oui. Et ça, c'est aussi un apprentissage. Ah, c'est passionnant comme apprentissage parce que voir diriger d'autres metteurs en scène, c'est extrêmement formateur. Et je sais que j'ai tiré beaucoup de leçons, notamment il y a quelques années, j'ai pu participer au film Fête de famille de Cédric Kahn, où j'ai regardé pendant un mois, parce qu'on avait tous... un mois de tournage, c'était vraiment un film de troupe. J'ai regardé Cédric diriger ses comédiens pendant un mois et ça a été extrêmement instructif pour moi, actrice, et pour moi, réalisatrice. Puis il y a eu Gomez et Tavares de Gilles Paquet-Brenner, et qui est un film particulier parce que c'est le dernier film de Jean-Yann, je ne sais pas si vous le savez. Ah, je ne savais pas. Il est décédé 2 semaines après la fin du tournage. Je ne savais pas. Ouais. Alors ça, c'est le cinéma, les livres, parce que bon, il y a eu La Tresse, on va en reparler, mais il y a eu aussi Les Victorieuses dont on avait parlé dans Les Clés d'une vie, qui s'est vendu à 500 000 exemplaires et traduit dans une vingtaine de langues. Et puis il y a eu Le Cerf-Volant, 3e livre qui est paru. C'est-à-dire que ça n'a pas arrêté. Là aussi, c'est une chose particulière. À chaque fois, 20 pays, 500 000 exemplaires. Comment vous expliquez ça ? Je l'explique pas vraiment. Il y a toujours un petit grain de magie, je pense, dans tout ça. Moi, après La Tresse, j'ai eu envie de continuer à écrire des romans. J'ai découvert, en fait, avec La Tresse, cette liberté incroyable qu'on a quand on est romancier. Et j'avais vraiment follement envie de continuer, de poursuivre, de raconter ces histoires que j'avais en tête, qui me touchaient. Et à chaque fois, voilà, les lecteurs, les lectrices étaient là au rendez-vous. Donc, c'était des merveilleuses rencontres à chaque fois. Et puis, Le Cerf-Volant, c'est quand même une histoire très particulière. Une enfant qui ne parle pas, qui n'a pas été à l'école et qui joue au cerf-volant. Oui, mais ça, en Inde, où j'ai beaucoup voyagé, beaucoup passé de temps, on voit dans les villages les enfants qui n'ont aucun jouet, les enfants qui sont très pauvres, qui se fabriquent leur propre cerf-volant. C'est leur seule distraction. Ils font des concours de cerf-volant, ils montent sur le toit des maisons. J'ai filmé des enfants pour La Tresse, justement. J'ai filmé des enfants sur le toit des maisons, comme ça. Et ces jouets-là, qui sont fabriqués de briques et de broc, c'est vraiment le jouet national et il est à la portée de tous. Oui, et le cerf-volant, ça viendrait de serpe volante, serpe étant un mot féminin en ancien français pour désigner le serpent. Et c'est un mot d'origine méridionale qui a disparu de notre langue comme beaucoup d'autres mots. Ça, je ne savais pas non plus. Et à chaque fois, il y a une idée, donc, parce que même si c'est l'Inde, on va en parler avec La Tresse, l'idée du cerf-volant, l'idée des Victorieuses avec une avocate qui construit un palais de la femme, à chaque fois, il faut faire travailler l'imagination. Il y a un déclic qui se produit. Ah oui, à chaque fois, c'est des déclics, comme je disais, des histoires, des anecdotes, des lieux. Pour les Victorieuses, c'est pendant que j'étais en train d'écrire le roman, donc La Tresse, j'avais un rendez-vous avec un producteur et je me suis perdue dans un quartier que je connais pas bien dans Paris, le 11e arrondissement, et je me suis retrouvée face à un bâtiment gigantesque et le nom, Palais de la Femme, m'a complètement intriguée. Donc je me suis arrêtée et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce Palais de la Femme? Et ça a été le point de départ pour l'écriture de ce roman-là, Les Victorieuses. Et Le Cerf-Volant, c'est devenu ensuite un album pour enfants.
Oui, il vient juste de paraître. On avait décliné en album pour enfants La Tresse, puis Les Victorieuses, avec Clémence Paulet, qui est une grande illustratrice de grands talents. Et puis, voilà, là viennent de paraître notre 3e opus ensemble, Le Cerf-Volant, ou L'école de Lalita, et qui raconte en images, en fait, cette histoire qui se passe entièrement en Inde. Comment vous expliquez tout ça? Enfin, comment vous vivez tout ça? Parce que vous n'auriez jamais imaginé ça quand vous êtes arrivé à l'Institut Louis Lumière. J'imaginais pas du tout ce chemin-là. Et en fait, j'avais des rêves plein la tête, bien sûr, mais j'imaginais pas qu'il prendrait ce tour-là, ce chemin-là. Ouais. Vraiment. Et le chemin a continué avec une date, celle de demain, le 29 novembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Laetitia Colombani. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laetitia Colombani. On a parlé de vos activités au théâtre, dans la littérature, et puis demain c'est le grand jour, le 29 novembre 2023, avec ce film. Toi aussi tu vas apprendre à lire et à écrire, comme les brahmanes et les fermiers. La Tresse. La Tresse, au départ, c'est un roman. Et là, ça devient un film qui a demandé des mois et des mois de travail. Vous-même, vous ne vous attendiez pas à ce que ça se termine comme ça ou que ça continue comme ça. Non, j'imaginais pas qu'un film pouvait exister à partir du roman, en fait. Quand j'ai vraiment écrit cette histoire, je me suis dit... J'écris un roman, même si je suis scénariste, parce que de toute façon, un scénario pareil qui se passe en Inde, en Italie, au Canada, coûterait trop cher. On me dirait que c'est infaisable. Donc, je vais écrire cette histoire sous forme de roman. Là, j'aurai toute la liberté possible pour imaginer les destins de femmes que j'envisage. Oui, et résultat, une quinzaine de producteurs vous ont téléphoné ensuite pour adapter le film à l'écran. Oui, et ça m'a beaucoup surprise, parce que je connais la difficulté de monter des projets au cinéma, des projets internationaux comme celui-là, ils sont pas simples. Et du coup, j'étais surprise et en même temps, je me suis dit, mais c'est une aventure qui serait impossible à refuser. Moi, j'ai créé cette histoire, j'ai créé ces personnages, et là, on me propose d'un seul coup de partir aux 4 coins du monde pour leur donner vie. Donc l'aventure m'effrayait assez, en fait. J'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur de l'ampleur du projet, j'avais peur de me retrouver si longtemps dans des pays aussi loin et de diriger des équipes dans des langues que je parlais pas. Et en même temps, je me suis dit, on va pas 2 fois dans ma vie me faire cette proposition, donc allons-y. Alors, pour celles et ceux qui sont rares, qui n'ont pas connu La Tresse, il faut savoir que c'est le récit de 3 femmes qui appartiennent à des cultures et des contextes différents. Oui. Et on est en Inde avec Smita, qui est intouchable, qui vide les latrines de son village. En Italie avec Giulia, une jeune ouvrière de 20 ans, qui travaille dans l'atelier de traitement de cheveux de sa famille. Et puis au Canada avec Sarah, qui est une grande avocate, une femme admirée de tous, qui a en apparence tout réussi et en même temps qui va se retrouver fauchée par la maladie. Résultat, un film a tourné au Canada, en Italie et en Inde. Oui, 3 films en un quasiment, je pourrais dire. Et vous avez dit un jour que si vous aviez écrit le scénario avant le roman, le film n'aurait peut-être pas existé. Ah, j'en suis convaincue. Je pense qu'il serait encore dans un tiroir et qu'on m'aurait dit, mais tu n'y penses pas, c'est trop cher et trop compliqué. Alors, cerise sur le gâteau, vous dites, il faut tourner le film, mais en 3 langues. Ah oui, ça c'était très important pour moi, parce que j'ai vraiment conçu cette histoire comme un voyage, et je voulais immerger vraiment le lecteur dans le roman et le spectateur au cinéma, dans ces 3 cultures très différentes. Donc pour moi, qui dit culture dit langue. Je n'imaginais pas une seconde ne pas tourner dans les langues d'origine. Donc on a tourné vraiment en hindi, en italien et en anglais. Et bien sûr, il y a une version française qui sera disponible dès demain dans les salles de cinéma. Les spectateurs pourront voir le film en VO tel qu'on l'a tourné ou en VF. Ça veut dire un directeur de casting dans chaque pays pour trouver les comédiens. Absolument, oui. C'est rare ce genre de choses. Oui, c'était passionnant. J'avais aussi un 4e directeur de casting ici en France avec moi, Michael Laguins, qui m'aidait à faire des choix, qui m'aidait à harmoniser aussi les castings de ces trois parties. Mais ça a été une vaste aventure et j'ai dû faire tous ces choix-là à distance, puisqu'en plus on était en plein Covid. Oui. Donc j'ai choisi la quasi-totalité des comédiens comme ça du film à distance. Peut-être en leur parlant par Zoom ou autrement. Les outils numériques nous ont beaucoup aidés, bien sûr. Et vous parliez l'hindi ?
Alors, je parlais pas l'hindi. La petite Sajda qui joue Lalita dans le film avait pour jeu de m'apprendre l'hindi. Donc, tous les jours, elle m'apprenait un mot différent d'hindi. J'avais un interprète pour communiquer avec elle. Mais tout le reste de l'équipe parlait couramment anglais. Alors justement, Lalita, c'est un personnage important du film, et l'histoire de la comédienne, une très belle histoire, car vous avez trouvé quelqu'un et vous avez dit, mais c'est elle, et ça lui a sauvé la vie. Ben oui, pour le rôle de Lalita, de cette petite fille, je voulais vraiment... je voulais pas une enfant actrice, je voulais une vraie petite intouchable. Et j'ai demandé au directeur de casting de faire un casting sauvage. Et donc, il a envoyé ses assistants dans des foyers d'accueil pour enfants des rues, dans des communautés, dans des villages, dans des bidonvilles. Et on a trouvé cette petite fille qui avait 9 ans et demi au moment du tournage, qui mendiait dans la rue, qui dormait sur un bout de trottoir de Delhi. Et il lui a fait passer un bout d'essai parce qu'il trouvait que son regard était intense et puis qu'elle avait un sourire très lumineux. Et aux essais, elle s'est révélée époustouflante. Et c'est une petite fille qui avait jamais été à l'école, qui savait ni lire ni écrire, mais qui avait une intelligence, qui avait un talent incroyable. Donc c'est elle qu'on a choisie sur plus d'une centaine d'enfants. Ça a complètement bouleversé sa vie. Oui, ça a changé sa vie. On a obtenu l'autorisation de l'emmener pendant 2 mois avec nous en tournage. Et il était évident pour moi qu'à la fin du tournage, elle ne pouvait pas retourner dormir sur son bout de trottoir. Donc, on a travaillé avec l'ONG Salam Balak, qui fait un travail extraordinaire à Delhi auprès des enfants des rues. Et cette ONG lui a permis d'entrer dans un foyer d'accueil à la fin du tournage et d'être scolarisée, ce qui était son rêve. Elle rêvait d'entrer à l'école. Et aujourd'hui, elle vit dans ce foyer d'accueil ? Elle vit dans ce foyer d'accueil. Sa famille vient lui rendre visite régulièrement. Elle va à l'école. En 1 an, elle a rattrapé l'équivalent de 5 années, l'équivalent de notre primaire. En fait, elle vient d'entrer en 6e. J'ai sa maîtresse de temps en temps au téléphone. J'ai reçu son bulletin il n'y a pas longtemps. Elle a d'excellentes notes et elle est très douée, notamment en mathématiques. Elle fera peut-être encore du cinéma ou alors elle sera chercheuse. Elle hésite entre être docteur ou policier. Aux dernières nouvelles, c'est ce qu'elle m'a dit la semaine dernière quand je lui ai parlé. Alors, il y a aussi une autre actrice qui joue Smita. Et là, vous ne vouliez pas tomber dans le piège de Bollywood. Non, je voulais pas pour ce rôle d'une femme intouchable qui vide les latrines. Je voulais pas d'une actrice bollywoodienne. Je voulais pas d'une actrice qui allait arriver avec 3/4 loges, 20 assistants. Je voulais quelqu'un qui s'empare du rôle, qui soit prêt à passer du temps dans le village intouchable où nous avons été tournés. Et Mia Malser, c'est une comédienne de théâtre qui vient de la scène à Delhi. Et elle s'implique complètement dans ses rôles et elle avait cette disponibilité. Elle a été passer du temps dans le village près de Varanasi où on a tourné. Elle a regardé les femmes cuisiner, elle a regardé comment on allait chercher l'eau au puits, comment on plaçait les bousses de vache dans un four pour les faire griller, etc., pour servir de combustible. Donc elle s'est imprégnée à 1000%. Elle a accepté de tourner sans maquillage. On était obligé de lui graisser les cheveux, de lui noircir les ongles, puisque dans cette communauté, les femmes travaillent dans la terre, dans la boue. J'avais besoin de cette disponibilité-là chez une comédienne et je savais qu'à Bollywood, je ne trouverais pas ça. Et Bollywood, d'ailleurs, le terme est né d'une contraction de Bombay et de Hollywood, et c'est un journaliste dans les années 70 qui a fait un article en parlant de Bollywood, et c'est né comme ça, tout simplement. Alors, quand on voit votre film, quand on voit le travail que ça représente, et ces intouchables que vous évoquez, moi, ça me rappelle Dominique Lapierre quand il est arrivé avec son premier livre avec Larry Collins, sur Mère Teresa, et dont personne ne voulait, et personne ne croyait que ça existait. C'est presque un pas que vous avez fait pour aider, justement, les intouchables, Laetitia Colombani. C'est vrai que suite à la parution du roman, beaucoup de gens sont venus me demander mais est-ce que ça existe toujours? Est-ce que c'est véritable, cette discrimination envers les intouchables? Et malheureusement, oui, la société indienne est toujours structurée comme ça et ces millions d'intouchables sont toujours mis en périphérie de la société. Mais ce film peut peut-être faire quelque chose pour que ça change, non? Ou contribuer modestement? Je ne sais pas s'il pourra contribuer, je ne sais pas encore à l'heure qu'il est s'il pourra être diffusé en Inde. Ah bon? Tout simplement parce qu'il y a une censure extrêmement forte en Inde et que c'est tabou encore dans la société indienne. Ce clivage en caste, parler des intouchables est tabou. Je pense que les autorités indiennes n'ont pas du tout envie d'évoquer ce genre de sujet, donc je ne sais pas s'il pourra être diffusé au cinéma où la censure est tellement forte. Votre livre n'est pas sorti en Inde? Non, il n'est pas sorti en Inde, mais il est disponible en anglais. Donc, par exemple, les gens de mon équipe indienne, l'avaient tous lu, mais en anglais. Alors, il y a l'Italie aussi, où il a fallu trouver une comédienne d'origine indienne, ce qui n'était pas simple.
Oui, alors dans l'Italie, c'est Giulia qui est interprétée par Fotini Peluso. Elle est merveilleuse. C'est une jeune comédienne de 23 ans qui est un espoir du cinéma italien. Elle tourne depuis qu'elle a 16-17 ans. Et là, je cherchais une jeune fille qui soit à la fois belle, mais pas du tout sophistiquée. Pour moi, Giulia, elle est belle, mais elle ne le sait pas. Voilà. Et puis aussi intense, parce qu'elle a des scènes vraiment fortes avec sa famille. Elle tombe amoureuse d'un homme qui n'est pas de sa culture, qui n'est pas de sa religion. Elle tombe amoureuse d'un sikh. Et sa famille, évidemment, n'est pas d'accord avec ce choix. Donc, elle a aussi des scènes de conflit. Et Fotini Peluso, je dirais, elle a vraiment tout. C'est vraiment une jeune comédienne qui a tous les talents. Et puis, il y a une comédienne que les fans de série ont vue dans 24 heures chrono, qui est Kim Raver. Kim, oui, elle était dans 24 heures chrono, elle est dans Grey's Anatomy depuis très longtemps maintenant. Et c'est une actrice américaine qui est très intéressante pour moi parce que c'est quelqu'un qui a très envie de rôles avec de la chair, avec de la matière, avec de la densité, de la profondeur. Et là, d'un seul coup, c'est le rôle d'une femme écartelée, je dirais, entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Et Kim, elle avait envie de ce rôle parce que je crois qu'elle a elle-même vécu ce genre d'écartèlement dans sa vie personnelle. Elle a toujours beaucoup travaillé dans les séries. Je dois dire que c'est un travail à temps plein, quasiment, sur Grey's Anatomy, tous les jours de l'année. Et en même temps, elle a élevé ses 2 fils. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est aussi dans le quotidien. Donc, on s'est tout de suite entendu et elle a tout de suite compris le personnage. Et puis, il a fallu jongler parce que pendant que vous tourniez une partie, la partie suivante se préparait dans un autre pays et il y avait les décalages horaires. C'était pas simple tout ça. Ça, c'était pas simple du tout parce qu'on a d'abord commencé par l'Inde, 2 mois en Inde, puis 2 mois au Canada et enfin 2 mois en Italie. Et je me souviens très bien de, par exemple, programmer des zooms quand j'étais en Inde à Varanasi avec Kim Raver qui tournait, donc était à Los Angeles, et donc l'amplitude horaire entre l'Inde et Los Angeles était de plus de 15 heures. Donc voilà, c'était un plan de travail un peu complexe. J'ai souvenir de ces 6 mois de tournage où je crois que j'ai pas eu une seule demi-journée de repos parce que quand on tournait un pays, on préparait le pays suivant. Donc il fallait toujours avoir un temps d'avance, être dans le moment présent et avoir un temps d'avance sur la partie suivante. C'était un exercice intellectuel passionnant, mais pas toujours simple. Et vous publiez également, d'ailleurs, chez Grasset, Le Voyage de la Tresse, qui est le journal de bord de ce film. Et dedans, vous dites, comme dirait Scapin, qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère? Oui, je me souviens très précisément du jour où j'ai songé à cette phrase. C'était la scène du bus, une des scènes importantes du film où Smita et Lalita quittent le village. Et en bus, et on tournait dans un bus, il faisait 38 degrés à l'extérieur. Le bus n'était pas climatisé, on roulait en plein soleil dans un bus rempli de figurants indiens, de l'équipe technique. J'avais demandé des chèvres et j'avais demandé des poules. Et je me suis retrouvée au milieu, coincée entre une poule et une chèvre, avec un sari sur la tête pour pas qu'on me reconnaisse. J'étais dans le champ, pas loin de mes comédiennes. Et il faisait une chaleur absolument invraisemblable. Et je me suis dit, mais il y avait du bruit partout, j'étais couverte de poussière. Et je me suis dit que finalement, en tant que romancière, j'avais écrit cette scène dans mon bureau à Paris en buvant une tasse de thé vert. J'étais loin de me douter que j'allais me retrouver précisément là, dans cette situation-là, dans ce bus en pleine chaleur au milieu de l'Inde. Et vous avez engagé comme figurant des Intouchables quand même. Oui, j'y tenais énormément. On a tourné dans une communauté intouchable dans ce village du nord de l'Inde. Et je voulais que les gens du village participent, qu'ils soient à l'écran. Ils n'avaient jamais tourné. Au départ, la production indienne m'avait proposé d'engager des figurants professionnels en me disant, mais eux, ils n'ont pas l'habitude, ils vont regarder la caméra. Je leur ai dit, je m'en fiche qu'ils regardent la caméra, on leur expliquera, mais je veux qu'ils soient à l'image et je veux aussi qu'ils soient fiers quelque part de leur village et qu'ils soient fiers de tourner. Ce film est un miracle parce que quand vous avez arrêté le cinéma, vous pensiez ne jamais y revenir, Laetitia Colombani. Oui, au moment où j'ai écrit le roman, La Tresse, j'avais essayé d'initier différents projets qui ne s'étaient pas montés. J'avais travaillé 5 ans sur un scénario qui, à la dernière minute, au moment du tournage, s'est cassé la figure parce que le comédien principal nous a lâchés. Et du coup, je me suis dit, j'y arriverai plus, je ferai plus jamais d'autres films parce que c'est trop dur. Je vais faire autre chose. Je vais essayer d'écrire un roman ou une pièce. Et finalement, le cinéma m'est revenu alors que je m'y attendais plus. En tout cas, le public attend ce film. Tous ceux et toutes celles qui ont lu La Tresse seront à partir de demain au cinéma parce que c'est vraiment une adaptation
totale de votre livre et très fidèle puisque vous êtes l'auteur et que vous n'allez pas vous trahir. Merci Laetitia Colombani. Continuez à faire d'autres romans et peut-être d'autres films, non? J'espère bien. Alors à très bientôt dans Les Clés d'une vie. Merci. La Tresse, c'est sur les écrans à partir de demain et Le Voyage de la Tresse chez Grasset. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.